44 là, alors quand on a su que le débarquement en Normandie au mois de juin fut activé là, quand ces nouvelles-là, ben, l'armée allemande a déjà commencé à changer il y a beaucoup qui repartaient là et en juillet, août commençait la retraite de l'armée allemande. Ça, je me souviendrai éternellement. Parce que on avait presque plus d'école. Soit il y avait Fliegerlorm, ou alors des bombardements. Oui, Fliegerlorm, bombardement, oui. Alors il n'y avait pas d'école. Alors on allait à l'église catholique. Il y avait des galeries qui furent creusées dans le vignoble. Ils se sont fait une entrée à la porte, dans la porte du mur, une porte dans le mur, et ils se sont fait des galeries pour les écoles. À l'école Landsbergschule, où nous étions nous allions, il y a une grande cave où il y avait la chaufferie. Il y avait une chaufferie dedans, là, je me souviens, oui. Une chaufferie au charbon, chauffage central, je crois, oui. Et puis on allait là-dedans, puis quand c'était terminé, on nous renvoyait à la maison. Ça fait que, une fois, en 44, milieu 44, là, on n'avait pratiquement plus de classe. C'était soit, ou alors il y avait les Winterferien, les vacances d'hiver, Winterferien, c'est que quand les classes n'étaient plus chauffées, on n'avait pas de classe. Quand il y avait des alertes d'avions, il n'y avait pas de classe. On était en 44, là, il y a des journées assez chaudes. Quand c'était trop chaud, nous envoyait à la maison. Parce que c'était risqué. Bon, alors là, une fois automne 44, quand il y a eu une rumeur que un de ces 4 matins, on risquait d'entendre des chars. Alors là, l'école, c'était terminé, hein, c'était pratiquement terminé. On allait encore pour la forme, mais et les profs n'étaient plus là non plus. Enfin, bref, c'est comme ça qu'on allait vers la libération. Alors, quand on allait au mois de novembre, quand on arrivait au mois de novembre, là, on était tous tendus. On avait tous les, nous les jeunes, on nous envoyait dans des caves de Sicherheit, je trouve plus le mot là. Nous allions en face au Lion Rouge, là, il y avait une cave qui était relativement profonde, oui, et puis nous étions, tout le quartier était chez eux. Bon, alors arrivons le jour où les Américains sont venus à Bar, nous étions tous entassés en bas dans cette fameuse cave. Juste une petite anecdote que je me souviendrai, moi comme homme, comme garçon, là, j'avais 11 ans. Un jour, notre voisin, M. Hunsinger, le coiffeur, il avait mangé une boîte de sardines et laissé cette boîte de sardines sur un bol, là, quelque part, nous enseignons. Alors moi j'ai pris cette petite boîte et je l'ai jetée. Il y avait un peu de hublot qui allait dans la cour. J'ai jeté la petite boîte de sardines dans la cour. Aussitôt, et la boîte, il a tiré de 20 mètres derrière sur cette boîte de sardines. C'était pas comment dire, un charlot, hein. Il a touché le boîte de sardines et il a été éjecté dans la rue. Mais nous étions alors dans chaque maison, il y avait des tireurs d'élite. Notre boucherie en face, là, nous étions en face. Elle avait juste une porte cochère, la grande porte. Il y a au-dessus un espace pour aérer en haut. Alors, à travers cet espace, il y avait un tireur derrière, qui était dans un grenier. On avait un grenier où on entreposait la sciure et le bois, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de gaz ni pour chauffer les chaudières. Alors, ça fait qu'on avait beaucoup de bois. Et puis, dans ce grenier,
Et ils avaient retiré des tuiles, et à travers cette tuile, il y avait un tireur d'élite qui était là. Et puis quand les chars sont venus là, ça c'est maintenant, attendez voir ce que je vais vous dire là. Quand les chars sont venus, alors ils étaient devant la route, notre cave donnait directement au bord de la route. Alors il y avait un char devant, et il tournait. Il tournait parce que les vitres tremblaient là, les vitres et on était un peu à l'abri, pas de grand chose, mais au moins des balles de mitrailleuses. Alors, je sais pas, nous étions une bonne vingtaine, tous les voisins du coin là étaient dans cette cave. Et puis, je vous racontais l'histoire de la fameuse boîte à sardines là, que j'ai jetée dehors par un petit hublot. Je l'achète dans la cour, et aussitôt, on a eu des coups, ça fait crac, de mitrailleuses derrière. Puis, entre-temps, maintenant, on a entendu de grands bruits, c'est les bruits de chars, tout le monde peut s'imaginer les bruits de chars, comment ça résonne. Alors, nous étions dans cette cave, et puis en fait, il y avait 3 chars successifs là, dont un directement devant notre porte, et puis un devant vers le pâtissier, et puis l'autre en dessous vers la Kirnek là. Ça c'était le 3e. Alors celui du milieu, il était près de chez nous là. Alors quand les moteurs ça vrombissait là, je sais pas comment dire, les chars ça fait du bruit. Alors, les vitres, là, les vitres des fenêtres, les fenêtres, elles tremblaient. Alors, pour vous dire, pour vous situer un peu la situation, nous étions là-dedans, nous avons les vitres qui tremblaient ou les portes, et puis d'un coup, il y a eu quelques coups de feu. Je suppose que c'était le coup de feu du tir d'élite qui était derrière dans notre cour, sur le grenier. En face, juste en face. Et puis le char devant notre porte, là, moi j'ai vu d'un coup, il a ouvert la trappe, oui, la trappe je suppose, et puis il a regardé dehors, c'était un homme de couleur. J'ai dit, bon Dieu, j'avais 11 ans, là, j'avais 11 ans. Et je me suis dit, bon Dieu, c'est ça les Américains, c'était vrai. Mais aussitôt après, il y a eu un coup de feu, ou 2, 3, je ne sais plus, mais il y a eu des coups de feu. Et puis, le moteur du char a vrombi, là, ils sont tournés la tourelle, là, je suppose, et ils sont tirés derrière dans la direction d'où venait la balle. Et aussitôt, la maison du coin, qui était louée à un tailleur, a pris feu. Et on suppose, il avait des bouteilles d'essence sur le bord d'une table, là, à l'entrée, moi je vois où, je ne peux pas vous l'expliquer. Et c'est probablement ces bouteilles d'eau qui sont, par l'explosion, qui ont pris feu, et puis tout le quartier en 10 minutes était en flammes. Enfin, pas tout le quartier, mais cette maison et la nôtre avec. Et ben voilà. Puis, c'est donc ces maisons qui font le coin. Oui. Ouais. Là, il y a la boucherie, et puis là au coin, il y avait le tailleur. Ouais. Et là, il y avait l'épicier. C'était 3 maisons en fait. Je dis, de Weissayer-Charles, de Weissayer-Charles, c'était une fratrie, une sœur et un garçon. Et puis, des gens, et puis c'était déjà âgés, là. Ils étaient très, très âgés. Alors, ils étaient avec nous dans la cave. Alors, un quart d'heure après que la maison en face a commencé à brûler, il y avait un pompier de Schneider-Hugo, qui est venu avec ce clairon. Il a sonné, je sais pas la sonnerie, comment ça s'appelle. Il a sonné parce que les sirènes ne fonctionnaient pas, parce qu'il n'y avait pas de courant. Et puis alors il est venu en bicyclette avec ce clairon, et puis il a sonné. Et après, le deuxième pompier qui est venu de Gainsbourg,
aussi avec un clairon, et tous les deux, ils ont alerté toute la ville. Mais par contre, il y avait quelques incendies, on n'était pas le seul. Hein. Il y avait quelques incendies, et puis dans ce grenier que j'ai évoqué tout à l'heure, il y avait on suppose que c'était un. Ça a pu, mais ça m'étonne que c'était plus, parce qu'il y en avait un à la cuisine, à la couronne en bas. Alors celui-là, il fait tout de suite. Je vais le raconter après. Et il y en avait chez nous, et il y avait derrière chez le pâtissier. Le pâtissier avait une garage vis-à-vis. Et puis là aussi, il y avait des tireurs d'élite. Notamment, il y avait nos voitures là-bas. Non, mais c'était que des tensions, puis des cris, puis des clairons, et les motos de chars. Voilà, c'est comme ça un peu que le quartier fut j'allais dire libéré, mais il ne fut pas libéré. Mais la Couronne, c'était un beau restaurant à bar. Et derrière, dans cette cour de la Couronne, il y avait aussi un tireur d'élite. Et le cuisinier, enfin non, pas le cuisinier, l'apprenti cuisinier c'était un barois de Harel Charles, et il l'a repéré. Et puis il l'a signalé, et puis après, je ne peux plus me dire si c'était les Américains ou les gens du pays là. Et puis il fut liquidé sur le champ et sur le tas. Voilà, ça c'était un coup. Alors là on était content, parce que ça aurait aussi pu dire tourner au vinaigre, parce que c'était une grande maison, la Couronne. Hein. Et elle allait jusque derrière. Oui. Bien sûr. Voilà, ça c'est un peu ça. Et puis, qu'est-ce qui mérite encore d'être cité là? Et vous êtes resté longtemps dans la cave alors en fait, pas tout à fait une semaine, mais 5 ou 6 jours on était dans cette cave, oui, avant, oui. Oui, parce que c'était que des ouïdirs, c'était tout le monde dit, ils sont chirmecs, ils sont, et puis voilà. Mais nous étions contents quand c'était passé. Alors nous personnellement, nous ne savions plus où aller, parce que notre maison fut sinistrée. Elle ne fut pas totalement détruite, mais elle fut sinistrée. On n'a pas pu habiter, parce que tout le côté nord, tous les murs étaient comment dire, c'est effondré. Après, les pompiers nous ont tous aidés à calfeutrer un peu avec des planches, et puis voilà. Comme ça, 3 semaines après, on a pu y retourner et arranger un peu les intérieurs pour que c'était un peu vivable. Hein. Oui. Voilà, grosso modo. Une chose que j'aimerais encore dire, hein, c'est que dans le feu de l'action à l'époque, il y a eu beaucoup de collaborateurs qu'on avait sur le inscrit. Ils ont tous eu droit, et notamment quelques femmes qui furent tondues. Ça, je me souviens, elles furent tondues. J'en connais encore quelques-unes. On savait tout. De toute façon, on savait tout. Pour vous dire, je me souviens toujours, en haut, près de la place de la mairie, il y avait un boulanger qui s'appelait Banitz. Alors, la NSKK, elle fut imposée là, à une certaine classe. D'ailleurs, il y avait tous les, je ne sais pas pourquoi, il y avait tous les commerçants. Et Banitz, alors quand il y avait le rassemblement, ils allaient à la gare de Bar pour aller à Vaxaville dans les Vosges, oui, pour ériger des trucs anti-chars. Hein. Alors il venait en béret et il avait la casquette sous le manteau. Hein, la casquette pour NSKK, il avait sous le manteau, il venait avec son béret, et un béret basque pour qu'on voit bien. Banitz.
Oui. Mais ça allait vite, hein. Il y a quelqu'un, paf. Notamment le gendarme qui habitait en face de nous, là. Hein, ils avaient tous peur, mais après, là, il y a eu droit à... Beaucoup de ces gens qui collaboraient. Beaucoup. Après la guerre, c'était les meilleurs Français. Ouais, ça, il faut que je le dise encore. J'en connais. Oui. Beaucoup. Par contre, il y avait qui n'étaient pas, comment dire, qui n'étaient pas trop, qui étaient un peu plus tolérants, quoi. Mon père a eu de la chance, hein, pour dire. En fait, le voisin là, qui ne l'aimait pas tant, mais il a jamais dénoncé ça. Il faut que je le dise. Hein. Quelque part, il avait quand même encore un fond de respect pour lui, parce qu'en fin de compte. Mais la libération. Alors après, je chantais français. Et l'école a repris rapidement? L'école, oui. Et après, ça fut le collège. Die Landsbergschule, ça fut le collège. Et puis après, c'était mixte. Ah, c'était mixte après. Ja. Catholique, protestant, juif, israélite, filles et garçons. Ja. C'était bien. Après, c'était vraiment la détente. La détente, il n'y avait plus de contraintes. Moi, un truc qui m'a manqué après, c'était cette fameuse Heimatkunde. Ça m'a manqué. Ça, c'est une bonne chose pour les jeunes qui vivent là dans le quartier, puis qui savent où ils vivent, et qui savent ce qu'étaient leurs parents, ce qu'étaient leurs grands-parents. Puis, enfin, moi, ça, c'est le truc bénéfique qui me manquait après. Oui. Ben, ils savaient, les Allemands savaient occuper les jeunes. Oui, les jeunes. Oui. Et puis, bon, je ne veux pas dire le reste, parce qu'on a appris le respect. On a appris le respect des professeurs, et puis quand on parlait avec un professeur, on se tenait droit, hein. On se tenait droit. Mais en Alsace, ben, c'était un peu, ça faisait un peu partie de la culture, je suppose. Ouais, c'est ça.